Alors, on va parler un petit peu pentest, Active Directory, reconnaissance et énumération. Vous savez que c'est une approche plutôt simpliste quand vous allez débuter, genre OSCP et tout ça. Ça sera pour les enfants. Et puis après, vous allez monter, vous allez peut-être faire d'autres certifications comme le PTX V2. On va monter un petit peu en gamme, on va dire. Voilà, voilà. Et on va parler un petit peu de tout ça. Donc le but d'apprentissage, vous le savez, c'est de faire de la reconnaissance de façon furtive, d'accord, au sein de l'Active Directory, puisque c'est des structures que vous retrouverez dans maintes et maintes entreprises, d'accord. Donc le but, c'est de rechercher en fait les membres de l'Active Directory. Donc ça peut être c'est tout est objet, vous le savez, au sein de l'annuaire Active Directory, on a du LDAP, on a d'autres protocoles qui permettent de requêter, et soit on a des comptes de machines, soit on a des utilisateurs, d'accord, et on a des machines rattachées au domaine. Donc nous, il va falloir qu'on trouve des chemins d'escalade. Vous connaissez Bloodhound, qui nous permet de faire le taf, entre autres. Mais on va parler de tout et de rien. Alors encore une fois, je vous ai dit, fondez-vous dans le bruit, mais je répète tout le temps cette phrase, c'est vrai. Tu vas pas balancer des exploits partout. Pourquoi? Pour devenir DA, domaine admin? Non, non, c'est pas ce que fera un red teamer. D'accord? Donc quand vous êtes membre de la red team, ce que je ne suis pas, vous allez généralement identifier des problèmes de configuration. On va exploiter en fait ce qu'on appelle le trust relationship, c'est-à-dire, vous savez qu'on a des trust domains, donc des domaines de confiance, et on va jouer sur ces relations pour arriver DA. Quand je dirais DA, c'est domaine administrator, d'accord? Et après, sur le contrôleur de domaine, qui contrôle le contrôleur de domaine, les contrôleurs de domaine, parce qu'il est pas rare en entreprise que vous en aurez plusieurs. Donc le but, c'est d'atteindre cet objectif de furtivité et de la reconnaissance et l'énumération. Encore une fois, je vous le répète tout le temps, c'est la phase la plus critique, la plus importante, et c'est ce qui va permettre ensuite de découler des différentes activités ensuite d'exploitation et de post-exploitation. Donc encore une fois, si vous connaissez comment dire, les domaines de base au niveau de la reconnaissance et de l'énumération, je vous avais fait plein de vidéos. Et ben voilà, on va reprendre ces concepts. Alors, on va voir un petit peu l'approche traditionnelle, entre guillemets. On va revoir les concepts au sein de l'Active Directory. Si vous n'avez aucune base sur l'Active Directory, comme moi, bossez dessus. Avant de comprendre comment attaquer l'Active Directory, faut peut-être devenir un administrateur système Active Directory. Je dis ça, je dis rien, et comprendre un petit peu le principe de domaine de forêt, d'accord. Voilà. Donc reconnaissance, généralement un premier truc qu'on va faire, si on est en interne, on va lancer un sniffer, d'accord. En tout cas un outil qui va nous permettre de sniffer les trames, et on va faire une attaque de l'homme du milieu pour essayer de récupérer un maximum, comment dire, d'identifiants, notamment NTLM. D'accord. Donc, encore une fois, si jamais moi je suis avec mon Kali Linux, je peux peut-être joindre une machine qui ne fait pas partie du domaine, d'accord, sans forcément popper aussi un shell Windows, d'accord, ou je peux aussi joindre une machine qui fait partie du domaine pour attaquer une autre machine qui fait partie du domaine. Donc en termes de furtivité, vous avez bien compris que pareil, tu commences à sniffer les paquets réseau, mais tu vas faire du bruit sur le réseau, comme quand tu lances ton Kali Linux sur sur le réseau du client, qu'est-ce que va faire ton Kali automatiquement, si t'as pas configuré tes interfaces, mais elles sont up, qu'est-ce que ça va faire? Ça va aller requêter sur le serveur DHCP de la boîte. Peut-être que on va se dire, mais c'est qui ce Charlot là qui arrive avec une nouvelle adresse Mac? Tu vois, tout ça, c'est des petites questions, il faut se les poser, je te conseille. Après, moi je suis pas expert, vous le savez, il y a des gens bien meilleurs, tout ça, qui partent aux États-Unis, des champions et tout ça. Moi je suis un petit Français, je resterai en France, vous le savez, je suis fidèle. Donc, les reconnaissances, encore une fois, je t'ai dit, tu peux balancer ton sniffer. Tu peux écouter passivement le trafic, ça a ses avantages. Tu peux essayer de récupérer des communications au niveau du protocole SNMP, d'accord. Récupérer des noms d'hôtes, des noms de domaine, du trafic ARP, qui va être qui va être broadcast sur le réseau, d'accord. On a Wireshark, on a TCP dump, je vous avais montré comment dumper via ces deux outils, et ça va être extrêmement utile.
D'accord? Donc encore une fois, familiarisez-vous avec Nmap, hein, puisque vous allez en avoir besoin et puis après même il va falloir faire ce qu'on appelle du packet crafting, hein, ce qu'on appelle des paquets magiques. C'est-à-dire que pour casser les IDS, hein, les sondes anti-intrusion, de détection, les IDS, HIPS, tout ça, je vous le répète tout le temps, eh ben on va former en fait des paquets, hein, via Nmap ou autre, hein, pour quoi? Bah pour générer des paquets costauds qui vont peut-être contourner en fait les solutions, les firewalls, hein, et les systèmes de détection. D'accord? Vous savez qu'on a des flags, hein, on a 4 paramètres en fait au niveau du protocole sur lesquels on peut jouer sur nos paquets. Donc on peut jouer sur ces flags et en fonction des flags, eh ben peut-être que si je crée des paquets mal formés, ils auront quoi? La possibilité de contourner tous les systèmes de défense. Je peux fragmenter à volonté mes paquets pour pareil, faire la nique au système de défense. Donc la reco, c'est important, hein, tu le sais, bah tu peux quoi? Tu peux essayer de joindre, hein, t'as ton petit Linux, tu tu peux faire quoi? Un NBT scan-R et tu vas foutre un range et ça va permettre d'identifier, hein, les cibles. D'accord? On va commencer notre reconnaissance de l'énumération en fait, hein, via NBT scan et typiquement quand tu as un engagement, enfin ceux qui font ce métier, on te donne un intervalle, hein, tu l'as bien compris. D'accord? Donc, tu auras un intervalle et on va te dire, bah, tu peux attaquer telle plage d'IP. D'accord? C'est ce que te dira ton client. Et je te rappelle que si tu fais un engagement, il faut une note écrite, hein, d'un haut responsable pour ne pas finir en prison. Ensuite, on a Nmap SL. Hein, on va pouvoir faire du reverse DNS queries. Alors encore une fois, hein, je vais pas vous mettre des captures d'écran et tout. Je pense que vous avez vu mes cours Nmap. Allez voir, apprenez. Il n'y a pas que moi qui fais des vidéos sur YouTube, heureusement. Et voilà. Donc on a également un auxiliaire, hein, dans Metasploit, hein, on a le SMB version module qui va être utilisé, hein, le SMB est puissant, hein, vous le savez, pour à la fois pivoter dans des parties du réseau qui éventuellement pourraient être compartimentées, segmentées. D'accord? Et puis, bah, si le système est vieux, on va pouvoir faire une attaque de downgrade. Et vraiment, le SMB, c'est hein, comme les appels RPC, c'est vraiment de la fils de puterie. C'est très utile en entreprise, mais des fois, bah, c'est une faille, hein, une putain de faille. Donc, pareil, petit module Metasploit, hein, que je vous cherchez, vous le lancez, ça va venir scanner. Allez, là, je vous mets une petite capture d'écran. On est sur 256 hautes. Et tu vois qu'en effet, il me trouve deux machines sur le domaine ELS. Avec les deux machines. On a User 8 et on a WSS server. D'accord? Donc c'est SAS. Et on voit que, ben voilà, hein, ça a scanné 103 sur 256 hautes et tu le laisses scanner et puis ça commence à faire de la reconnaissance pour toi. C'est cool. D'accord? Mais n'oubliez pas le SNMP, hein, qui permet de faire communiquer, hein, entre les machines. Il peut y avoir des problèmes de configuration, tu vois. Donc, problème de configuration, peut-être je vais pouvoir péter la machine avec du SNMP. Donc, pareil, tu as SNMP login que je te conseille sous Metasploit, qui est dans les scanners. Donc, si c'est un scanner, c'est un auxiliaire. Je te laisserai chercher. Et pareil, on va pouvoir essayer de deviner, hein, le community string, comme on en parle, et bah, si jamais on l'a pas récupéré déjà en sniffant les communications, on pourrait éventuellement, hein, essayer cette technique en jouant sur ce protocole SNMP. Donc c'est du datagramme, hein, n'oubliez pas, et c'est 161 et 162. D'accord, si vous vous posez la question, RFC 1067 11 57 les amis. Alors, le community string, on peut se le choper en sniffant. Donc vous avez Darkcap, hein, qui nous permet de sniffer le community string. On va faire une attaque de l'homme du milieu. Donc pareil, on interagit avec un agent. Hein, c'est au niveau de l'agent SNMP et on va essayer d'interagir. On appelle ça le NNMS. Et bah pareil, hein, vous pouvez lui caler un pickup file avec l'argument -p. snmpcheck.pl, hein, et vous pouvez lui caler un community string IP, d'accord? Donc snmpcheck, je vous le mettrai, ça permet, hein, de faire de l'énumération. L'important c'est récupérer le MIB. Alors c'est quoi le MIB? Sous le capot, on a ce qu'on appelle le Management Information Base, et ça va nous permettre d'énumérer les systèmes, hein, qui tournent grâce au protocole SNMP, d'accord? SNMP, j'arrive plus à parler, excusez-moi.
Ensuite, le classique, je vous en avais parlé, le fameux dig, qui va également vous aider. Le dig, c'est la base. To dig, c'est creuser. On va creuser, d'accord? On va creuser notre tombe. Donc, global catalogue, Windows Global Catalogue, ce qu'on appelle le GC. Donc, on a des enregistrements, ce qu'on appelle des records, et il y a le principe de domaine autoritatif, comme disent les Anglais, pour déterminer en fait le contrôleur, ses adresses. On pourra éventuellement utiliser dig. Donc, je vais faire par exemple un dig-t ns domain name ou un dig_gc point et le nom de domaine. Alors, énumération en utilisant dig, je vous l'avais déjà montré, je vous redirige vers mes vidéos, vous tapez reconnaissance dans la barre de recherche et vous allez voir, je vous avais fait des parties sur tout ce qui est reco, d'accord? Donc nous, ce qui nous intéresse, tu as bien compris, c'est comprendre les domaines, mapper les domaines, les sous-domaines, on pourra essayer éventuellement de faire un transfert de zone à XFR pour essayer de mapper le réseau interne à partir d'une machine. Je vous avais montré dans un CTF comment on faisait cette attaque si c'est mal configuré. D'accord? Donc on essaiera tout le temps d'attaquer les domaines, on attaquera les MX, donc les serveurs de messagerie, tout ça. Le but, c'est de mapper le réseau interne de la boîte que j'audite de l'extérieur. Je fais du red teaming, donc je suis en black box, donc je suis en audit externe. D'accord? Faut bien le comprendre. Alors dig, je vais vous mettre une petite capture qui n'est pas de moi. On revient sur notre domaine ELS. Et là, il nous dit, écoute Coco, tiens, regarde, j'ai ta réponse. ELS.local 3600 in NS. On a notre fameux NS, d'accord? Et on a lab d'ici ELS.local, d'accord? Donc on en apprend plus, et puis en plus je récupère une adresse IP. Intéressant. Il me dit, attends, il y a une section additionnelle. En fait, lab DCELS local. En fait, tu peux la trouver en 10.10.10.254. D'accord, intéressant. On est quoi? On est en classe C. Donc, je vous l'avais montré. On peut aussi faire des null sessions, commencer à pooner avec des null sessions. Donc, je t'avais dit, tu vas tester soit avec un dictionnaire, donc en fait, si tu auras réussi éventuellement à deviner ou à voler les mots de passe, peut-être d'un utilisateur, dans ce cas-là, tu as des valid set of credentials, donc tu as un jeu valide de mots de passe, ou tu peux essayer de faire des null sessions via du SMP. D'accord? Donc, tu vois bien que tout ça, en fait, j'ai pas un shell Windows sur la machine. Je teste à partir de ma machine Linux, et j'essaye de joindre le domaine, d'accord? Mais ma machine, elle n'est pas rattachée au domaine. Mais je peux peut-être commencer à énumérer, d'accord? Donc les null sessions, je ne vais pas revenir dessus, mais des fois, ça permet de récupérer un paquet d'informations, comme je vous avais montré dans mes précédentes vidéos, d'accord? Donc, si c'est pas le cas, encore une fois, si tu as la chance d'avoir éventuellement des mots de passe qui vont te permettre de joindre le domaine pour commencer ta partie énumération au sein du domaine, c'est encore mieux. D'accord? Mais déjà, avec des null sessions, tu vas pousser le système à la faute. Tu lui dis, écoute, je te mets un utilisateur, mais pas un mot de passe. Et le système, il va bugger, il va dire, OK, attends, je peux peut-être te donner ça. D'accord? On va aller pouvoir voir les RPC, les IPC, et voir éventuellement les shares, etc., etc., etc. Donc, vous avez RPC Client, d'accord? Avec le -U, je vous avais montré username, IP, adresse, ou -U, et je mets pas le username, je mets double quote, d'accord? Empty password, et je mets l'adresse IP, d'accord? Et là, je fais une null session, d'accord? Donc, ça marche ou ça marche pas. Des fois, ça n'existe pas. Des fois, il y a des null sessions qui sont possibles, d'accord? Donc, encore une fois, RPC Client, je vais pas revenir dessus, je vous l'avais présenté, d'accord? Vous pouvez... Donc là, on voit qu'on récupère, c'est dans un fichier IPS, et on va boucler, while, donc on fait une boucle while, do, readline, donc echoline, on stocke dans la variable en fait toutes les valeurs qui sont stockées justement dans le fichier IPS, et on va demander à RPC Client en fait de boucler, d'accord? -U, on lui donne le domaine, là c'est Samantha Rivers, pourcentage séparateur password, d'accord? Et on fait un -C, enum, dom user, quit, line, done. D'accord? Donc on fait
un petit programme qui va permettre de boucler et de tester toutes les possibilités en utilisant RPC Client. Et il nous dit NT status host unreachable. Et hop, à un moment, une machine, la 103, tu le vois, qu'est-ce qui se passe? Il dit écoute, j'ai récupéré les reads en exa, et puis il y a administrateur, il y a guest, et il y a un XOR CLST. Au sein du domaine ELS. D'accord, via une null session. Donc RPC Client, vous pouvez récupérer les informations en calant un SRV info. Je vous avais parlé du enum DOM user qui va permettre d'énumérer les DOM user, domain user. Vous l'avez compris. Vous pouvez faire un enum als group domain ou enum als group built-in pour voir les groupes au sein, donc built-in ou du domaine et récupérer les seeds. Vous avez juste à faire un lookup names, donc une table de correspondance, un lookup sur le username ou sur le group name, d'accord, sur le nom du groupe ou sur l'utilisateur. On voit que chaque utilisateur a bien sûr son seed, mais nous là, ce qui nous intéresse, c'est les reads. Si je fais un query user 500, tu sais par exemple que j'essaie de rechercher quoi? Le local admin, l'administrateur sur une machine Windows. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a un read de 500. Je t'avais expliqué que sous Windows, c'est pas comme sous Linux. Je vais pas revenir dessus. Ok, donc tu vois que déjà on peut récupérer un paquet d'informations au niveau du SMB, c'est vraiment très puissant, mais on peut avec RPC Client faire des trucs encore plus dingues, d'accord? On verra ça peut-être plus tard. Vous avez Enum for Linux, ça vous servira énormément pour vos CTF, SMB map, et vous avez le SMB enum shares, je vous avais montré ce script nmap qui sera très... Donc SMB Client, je vais pas revenir dessus, mais on peut énumérer tous les shares d'une machine. On va lui mettre SMB Client-U, le nom du domaine anti-slash, le username, le pourcentage password, en double quote, parce que tout ça c'est littéral, c'est un string, ok, et on va lui caler un dash, donc tiret grand L host name, le nom de la machine, et je vais énumérer les shares. Alors, si on revient à notre domaine, là c'est intéressant. J'exécute, j'ai récupéré éventuellement le mot de passe d'un second admin. C'est ce que je t'ai mis. J'ai d'ailleurs caché le mot de passe. Tu vois? Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a pu joindre. Il y a une machine Windows 8, 8.1 Pro 9600 au niveau de la build, d'accord? Et je vois, il y a un truc qui s'appelle Client Cert. Donc en fait, c'est quoi? C'est un partage qui est ouvert à tous les utilisateurs qui sont authentifiés. Là, ça devient intéressant, d'accord? Donc, et parfois, en fait, au niveau des partages, vous allez récupérer un paquet d'informations. D'accord? Et ces partages aussi peuvent être militarisés. Vous pouvez pousser des attaques via le partage réseau. D'accord? Automatiquement, il y a une synchronisation de certains partages avec les contrôleurs de domaine entre eux. Et parfois, on peut faire des attaques de fils. Je dis ça, je dirais. D'accord? Alors, on a une clé de registre qui s'appelle Restrict Anonymous. Et là, tu as bien compris que ça nous met des bâtons dans les roues. C'est le premier truc qu'on voudrait contourner. D'accord? Parce que, encore une fois, tant que tu es anonyme, c'est cool. Tu peux peut-être récupérer de l'information. Mais en même temps, s'il y a cette clé de registre, ça pourrait te couper l'herbe sous le pied et te mettre des bâtons dans les roues pour récupérer toutes ces pièces, pour comprendre le puzzle, the big picture, cette vision holistique que tu dois avoir de ta surface d'attaque quand tu attaques une entreprise. Il y a une technique de bypass, comme tout, mais malheureusement, ça marchait sur les anciens systèmes. À la belle époque, c'était juste excellent. D'accord? Donc pareil, il va falloir peut-être trouver une machine legacy, c'est-à-dire hérité, c'est-à-dire un vieux Windows 2000, Windows XP, et peut-être que tu peux faire ce bypass. Et une fois que tu as fait ce bypass et que tu as contourné cette restriction, vu que le serveur est lié au domaine, il fait partie du trust domaine, tu vas pouvoir te servir de cette machine de rebond pour attaquer d'autres machines. Le Restrict Anonymous Bypass, on a une attaque qui s'appelle Anonymous SID True Username Translation, donc littéralement le seed anonyme vers la traduction en un
utilisateur et ça permet de d'énumérer en fait au niveau des utilisateurs. D'accord? On va faire du seed walking, hein, ou SID walking et ça va se passer en tâche de fond. Et si on arrive à faire ça, eh ben, on peut contourner la restriction et continuer nos phases de recours. Hein. Éventuellement, on va utiliser Dump User, qui est un très bon programme qui nous permet de faire le taf. Alors, tu as bien compris que si le système est bien configuré, les utilisateurs anonymes, on n'en veut pas au sein de notre système d'information. D'accord? Au sein de l'Active Directory. Mais via le SNMP, on peut emprunter de nouvelles routes hein, qui pourraient également fournir des pistes pour contourner hein, ces restrictions. Tu veux pas que je me connecte en anonyme, mais je vais continuer mes activités d'énumération et te faire un petit doigt d'honneur. D'accord? Donc, c'est dû au fait que le SNMP, on a vu qu'il y a 2 protocoles, hein, et que, bah, il y a beaucoup d'informations qui passent via le SNMP, parce que ça permet de manager à distance beaucoup de machines. D'accord? Et je vous ai parlé, le but, en fait, dès qu'on parle de SNMP, c'est ce fameux community string. D'accord? Donc, le but, c'est d'essayer de s'incruster dans un groupe d'utilisateurs, hein, et se faire passer comme utilisateur authentifié. D'accord? Et pour ça, il nous faut une paire de quoi? Bah, un couple. C'est quoi? Clé et valeur. La clé, c'est quoi? User, hein, et valeur, bah, password. D'accord? Ça serait intéressant si je veux m'authentifier au sein de l'Active Directory. Alors, on peut utiliser NSLOOKUP, d'accord? Et on va venir attaquer les SRV, hein, les Server Records, via une DNS query au niveau du DC, du contrôleur de domaine. Hein. Donc pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez qu'on utilise le LDAP. Hein. On va aller requêter l'annuaire. Et l'annuaire nous dit, ah, telle machine, en fait, tu veux communiquer avec telle machine? Attends, je vais t'aider. D'accord? C'est le principe d'annuaire. Hein. Puis vous le savez, de toute façon, l'Active Directory, c'est un grand annuaire. D'accord? Avec des objets. Et dans ces objets, j'ai tante Janine, j'ai le groupe des comptables, j'ai une imprimante réseau, j'ai un serveur de partage, d'accord? J'ai un serveur en front-end dans une DMZ 2IS hein, qui me sert de vitrine marchand, etc., etc., etc. Vous savez que tout est globalisé, tout est objet au sein de l'Active Directory. Donc on retourne sur Samantha Rivers parce qu'elle est super sexy et on voit qu'on a notre fameux domaine ELS. Et là, via mon lookup, hein, eh ben, j'arrive à récupérer encore de nouvelles informations. Et je retombe hein, sur cette fameuse adresse en 1010 254. D'accord? Donc on voit le port, 389, on voit son poids et la priorité qui est à 0. Alors pareil, on peut aller requêter. Hein. Là, on va faire appel à des commandes lettres, d'accord, en PowerShell. On va utiliser ce qu'on appelle l'ADSI, hein, donc ADSI, la DSI, vous l'avez compris. Et on va faire un System Directory Service, Active Directory Domain et un Get Current Domain sur la fonction Domain Controller. D'accord? Enfin, on utilise la fonction, Get Current Domain sur le Domain Controller. Et là, on récupère de l'information, encore une fois. D'accord? Donc on voit la forêt, current time, l'OS version, les rôles, le domaine, l'adresse IP, ça peut être super utile. Qu'est-ce qu'on a? Et puis les partitions, très très important pour nous. Hein, ça va nous comprendre les domaines, les transferts de zones, les DNS, comment c'est configuré. D'accord? Vous savez qu'on a des CN hein, et on a des schémas, hein, des schémas. C'est toute l'architecture en fait, hein, des contrôleurs de domaine. Donc le DC, on peut également lui caler un NL test, d'accord? Maintenant que j'ai l'adresse IP et que je connais le domaine, je peux lui mettre une adresse IP, je peux lui mettre un domaine, là c'est ELS, et là tu vois qu'il me répond. Ok, il me dit défaut first site name, d'accord? Donc ça me permet d'identifier le nom de domaine, d'accord? Je vais lui mettre l'adresse IP d'un des membres et le nom de domaine via mon DC list, et ça me permet d'identifier des informations. Hein. On a ce qu'on appelle le Windows Resource Kit et on va aller pouvoir requêter grâce à ça. Alors on peut faire un petit NetView.
hein, la vue nette, hein, la vue d'internet, hein, non, plus sérieusement. Donc là, on fait un net view domain, hein, et puis là, c'est pareil. On va avoir les groupes de travail, ce qu'on appelle les workgroups, et les domaines, hein, qui sont rattachés au sein du réseau. Net view domain, là, cette fois-ci, je lui précise notre domaine ELS, et comme par magie, ça me retourne la liste des systèmes, hein, qui sont membres du domaine et des groupes de travail. D'accord. Donc c'est intéressant, hein. On voit ce que ça me renvoie là sur ELS, hein. On voit le remark, hein. Tiens, le nom du serveur et tiens, petite remarque, d'accord? DC, labdc, on voit ce qui est rattaché. Donc pareil, via un NS lookup, on peut identifier les autres via DNS, d'accord? Et je vous ai dit, le DNS, c'est quoi? Bah, c'est peut-être s'il y a des zones, hein, de transfert qui sont autorisées, d'accord? On va essayer de faire un transfert de zone, d'accord? Par contre, on essaye d'être furtif, d'accord? Et dès que vous allez toucher le DNS, heu, ça va être sensible. Transfert de zone, ça sera détecté, hein, si le système est bien configuré. Si vous avez pas affaire à des charlots en face, donc les équipes bleues ont bien fait leur boulot, les SysAd aussi, c'est un peu touché, hein, ça sera découvert. Donc à vous de voir quel risque vous voulez prendre dans vos stratégies, vos tactiques d'attaque, tactiques, techniques, procédures. Choisissez les procédures que vous voulez appliquer en fonction, bah, des besoins impérieux de la mission. D'accord. Le DNS pour exfiltrer, par contre, c'est super cool, hein, tu le sais. DNS4 et d'autres outils, d'accord. Parce que le DNS, bah, tu sais bien que ça va être difficile de le bloquer, hein, en sortie comme en entrée. Donc pareil, on peut se coder et se faire une petite boucle, hein. Donc là, on fait une boucle fort. On lui donne bah, notre intervalle, hein, 1, 255, d'accord. Donc on essaie de scanner quoi, bah, 255 machines, d'accord, et on voit si ça répond, d'accord. On fait une boucle do, ns lookup, donc voilà, et on redirige tout vers 2 dev nul, d'accord. Et là, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça boucle, hein, tout simplement sur l'intervalle qu'on lui a donné. 1, donc ça c'est l'index, et puis 255 parce qu'on est en classe C, je suppose, avec un cidre de 24. Donc en théorie, on a 255 machines qui sont utilisées, 254 puisqu'il y a une machine de broadcast et il y a peut-être une gateway également. D'accord. Donc 253 machines effectives. Voilà. Voilà. Hein, je crois que je vous ai tout dit. Donc là, on voit que ça boucle avec NS Lookup. Et pareil, on va récupérer en spécifiant le serveur DNS, le domaine, on boucle sur notre domaine ELS et on récupère de nouvelles informations. On voit qu'on tape une base de données MySQL, on tape bah, notre fameux user 8 qu'on a vu avant, Exchange, ça doit être quoi, un serveur Exchange, donc de messagerie. WSS, c'est quoi? C'est le serveur d'update, hein, de mise à jour au sein d'une entreprise. Vous avez tout le temps un serveur, plusieurs ou un serveur WSUS. WSUS, moi j'aime bien l'appeler comme ça, mais en fait c'est un Windows Update, hein, WSUS. Windows Server Update Services, d'accord. Pour ceux qui savent pas, encore une fois, allez voir. Ça permet la distribution, hein, des mises à jour publiées. En fait, c'est le service qui se lance toi-même, hein, sur ton poste client Windows quand tu vas mettre à jour, hein, via Windows Update. Bah, en fait, c'est ça. Et tu as bien compris que dans une entreprise aussi, on va déployer, hein, directement, bah, soit des images, hein, quand on masterise des postes. Tu as bien compris, je t'ai toujours dit, en entreprise, il n'y a pas de Gino qui va aller sur chaque PC installer un Windows et configurer le système, installer les applications clients sur le poste client. Non, on envoie des images, d'accord. On déploie, on fait du déploiement et on peut faire des mises à jour également via le WSAS. Je préfère l'appeler WSAS parce qu'il y a un petit jeu de mots que j'aime bien parce que c'est un peu SAS Windows. NBTstat-A, l'adresse IP de la machine, je vous en avais parlé, hein, pareil, on va essayer de récupérer les adresses MAC, hein, puisque vous savez que couche 2, couche 3, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc nom d'hôte, nom du domaine, d'accord. On va essayer de comprendre les rôles, qui sont utilisés. Vous savez que chaque serveur a des spécificités. Ça peut être un DC, un contrôleur de domaine, ça peut être un serveur de ZS, ça peut être une base de données MSQL, hein, ça peut être un serveur Exchange de messagerie. Et vous savez que parfois, bah, on a ce vieux protocole de merde qui permettait de pirater allègrement les machines en l'an 2000, hein. C'est comme ça que je me suis fait pirater. Le premier pirate qui m'a fait l'amour. C'est pour ça que j'ai voulu apprendre
apprendre le hacking, hein. Là, je vous parle un peu de ma vie, je me livre à vous, hein. Comme ça, vous connaissez un petit peu un peu mieux qui je suis. Bah, c'était via du NetBIOS, hein. Il m'a fait l'amour via NetBIOS et il a récupéré beaucoup de choses sur ma machine. Non, je plaisante. Il y avait juste 1 Tera de Juarez à l'époque. C'est rien de personnel. Je garde jamais des choses personnelles sur mon ordinateur. Tu peux venir quand tu veux. Donc, NetBIOS name, tables, hein, on va récupérer les tables aussi NetBIOS, et tu sais que c'est un protocole qui est vieux, c'est un protocole de merde, et c'est un protocole qui est complètement pété, d'accord? Mais avant, on n'avait rien d'autre, hein, d'accord? Dans les années 80 jusqu'à 2000, 2000, 2005, etc. D'accord? Et en plus, il va mettre un cache, hein. On a quoi? On a dans NetBIOS un name cache qui va mettre en cache les noms, je vais en apprendre un peu plus sur la surface d'attaque. Donc pareil, hein, tu peux te coder avec quelques lignes de code hein, en bash, bim, tu boucles à nouveau, hein, et là on voit une loop qui nous donne quoi? Encore de nouvelles informations sur notre ami NetBIOS, d'accord? Alors, tu as bien compris que le but c'est de faire partie des AU, hein, les Authenticated Users. Alors DumpSec, Sharenum, hein, je vous parle tout le temps de la suite sysinternal qui est très utilisée en Blue Team, en SysAd, mais vous pouvez militariser une bonne partie des outils sysinternal. Donc en rouge, sysinternal, tu dois l'avoir dans ta toolbox, hein, dans ta boîte à outils. Et NumExe, hein, pareil, c'est vraiment les outils pour faire le taf, hein, et passer en mode énumération automatique pour vous faire gagner du temps. Alors pareil, on va chercher tous les partages, hein, avec, encore une fois, on parle de quoi? Problème de configuration. Qui dit problème de configuration dit problème peut-être de permission, d'accord? Droit trop permissif, hein. Donc moi, trop permissif, c'est exactement ce que je recherche, d'accord? On cherche les failles. Tu cherches les failles dans les gens, tu cherches les failles dans quoi? Les systèmes, d'accord, ok? C'est le red teaming, non? C'est ça? Je crois? Enfin, je suis pas sûr. Donc on va faire un netuse, d'accord? NetView, blablabla, blablabla, je te mettrai une petite capture. Donc pareil, je vous redirige hein, vers Armjoy, que vous connaissez tous, hein, je pense. Will Schroeder, hein, qui est vraiment une machine de guerre. Pour en apprendre un peu plus, je vous mettrai des ressources. Bon, c'était la petite mise en bouche, hein, c'est pas fini. Donc, on a dit, il faut hein, faire de la discrétion, d'accord? Essayer de évoluer au sein de l'Active Directory, et on a vu qu'il y a des choses qui sont très bruyantes, il y a des choses que je peux me permettre, il y a des choses que je pourrais pas me permettre parce qu'éventuellement je vais être détecté. Et le plus dur quand tu pentestes de l'AD, c'est de comprendre hein, ces problématiques et comment en fait ces briques hein, viennent s'insérer au sein de l'Active Directory. Tu sais que le contrôleur de domaine c'est une composante critique pour gérer nos membres, hein, des trust domains, des forêts. Hein, et puis, on a ce principe de filiation, certes, hein, arbre, forêt, mais on a aussi ce principe d'intersite, d'interdomaine. Hein. On va avoir des domaines qui vont se faire confiance. D'accord? Donc, soit c'est une confiance, comment dire, on a les principes de filiation, les relationships, mais je vous l'avais déjà expliqué, donc pareil, sinon allez voir encore une fois le site de Pixis pour en apprendre un peu plus, d'accord? Parce qu'il a fait du bon boulot, ça vous apprend les bases. Mais je vous le répète tout le temps, il faut comprendre ce principe hein, de SPN et de relation. Bon, je vous avais fait des vidéos d'ailleurs en me servant de ces cours. D'accord? Donc, à taper Active Directory. Revenez, hein, je vous ai fait 1200 vidéos, me cassez pas les couilles. Alors, et ouais, et comme je t'ai fait 1200 vidéos, je peux te parler comme ça, quoi. Je te parle comme je veux, en fait, tu vois, parce que je commence à en avoir marre des marioles qui viennent me donner des leçons. Donc, en tant que Red Teamer, t'as bien compris qu'on cherche, je t'ai expliqué, à exploiter les relations entre les individus, à exploiter les trust relationships au sein des machines, hein, les problèmes de configuration, d'accord? On se fait passer pour les méchants, mais pour aider les gentils, les équipes bleues, d'accord? Notre but, notre saint graal, c'est atteindre l'EDA, le domaine administrateur, avec un minimum de bruit sur le réseau. D'accord? Donc, si tu arrives et tu commences à lancer quoi? Des kernel exploits sur des machines Windows, ouais, t'as tout compris. T'es un champion. T'es un champion, tu vas aller bosser avec les Américains. Tu pars tout de suite. Donc, plus sérieusement, hunting for user, local administrator enumeration, GPO enumeration and abuse,
AD, ACL, c'est quoi les ACL? Ah, c'est ce principe de droit là, je crois qu'au sein de l'Active Directory, je peux donner plus ou moins de droits. Les GPO, c'est quoi? C'est des règles, d'accord? De policies sur les objets, hein, des polices, des règles de sécurité sur groupés, hein, sur mes groupes. Et dans ces groupes, j'ai quoi? Bah, j'ai différents objets, j'ai des utilisateurs et tout ça. Et grâce au GPO, je vais pouvoir déployer des stratégies en local, à distance, d'accord? Et tout un groupe, ou juste une partie, ou juste une personne, ou juste une machine, d'accord? Tout ça, nous, on doit comprendre, et aussi les liens de filiation, hein, de confiance entre les domaines, hein. C'est là qu'on va peut-être quoi? Bah, essayer de trouver des utilisateurs qui sont pas privilégiés, unprivileged, et on va essayer de passer à des utilisateurs qui sont privilégiés. Donc, pivot, mouvement latéral, d'accord? Et ensuite, mouvement vertical, escalade de privilège. Donc, on va passer de compte à compte, de machine à machine, et c'est là où Bloodhound peut faire le taf. Mais Bloodhound peut aussi générer un putain de trafic, donc ça dépend comment tu l'utilises, d'accord? Comment tu l'offusques aussi, hein, parce que t'inquiète pas, hein, ça va être flagué. Ok, donc on continue. Alors encore une fois, quand tu fais pas de cybersécurité, euh, quand t'es simple admin, tu te rends pas compte en fait de la masse critique d'informations, hein. Et c'est le problème, hein. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser les gens et tout ça, tout ça, tout ça. C'est que si tu ne penses pas comme l'attaquant, bah, tu vis dans le monde des bisounours, hein. Et toi, dans le monde des bisounours, bah, le monde, il est beau, il est gentil, tout le monde, il est gentil, tout le monde, il sent bon, tout ça, hein. C'est un monde idéal, c'est un monde de bisounours, d'accord? Mais nous, on fait du red team. Enfin, j'essaye de faire du red team. Enfin, j'essaye de vous donner des cours de red team, pardon. Excusez-moi. Bah, nous, on joue les méchants. Et quand tu vois, via le spectre d'un méchant, hein, d'un vilain, comme disent les Américains, euh, eh ben, tu vois qu'il y a plein d'informations qu'on peut récupérer, même avec simple utilisateur, au sein du domaine de l'Active Directory. D'accord? Alors le but, c'est d'accéder au domaine, à son administration, de façon non autorisée, hein. On pourrait dire que c'est ça, et de l'extérieur. C'est la base du Red Team, ok? Au sein de l'Active Directory. Donc on va chaîner nos attaques, hein, et on va pivoter pas d'information en information, mais presque, hein. C'est un peu comme de l'OSINT, en fait, hein. C'est-à-dire qu'on va chercher des failles, on va chercher les problèmes de configuration et les chain access et les trust relationships. D'accord? On va chaîner les accès en fonction de quoi? Bah, des domaines, des relations de confiance. D'accord? Entre les différents objets au sein de l'Active Directory, on va avoir notre initial foothold, hein, notre gain d'accès initial, et après, on va essayer de compromettre l'ensemble du domaine ou de la forêt. D'accord? Ok. Donc là, c'est simple, hein, c'est simple, c'est super simple. D'accord? Donc pour avancer, on va avoir deux choix, hein. Vous connaissez le PowerShell Mafia, on a PowerSploit, d'accord, qu'il faudra offusquer, mais qui fait toujours très bien le taf. Donc c'est des scripts en PowerShell. On a PowerView et on a AD PowerShell, bah, qui sont des modules, hein, qui vont être super utiles. Euh, Et pareil, hein, toujours aller voir. Je sais que, surtout quand vous êtes néophyte, moi-même, hein, j'apprends Git, hein, Git, c'est compliqué, hein, Git. Git, t'as une dev branch et t'as une master branch, hein. Donc pense des fois, hein, par défaut, t'es quoi? T'es sur la master, passe sur la dev branch et tu vas voir que bah, des fois, tu as des trucs, hein, dans la dev branch qui ne sont pas sur la master branch, hein. Ça, c'est un petit conseil d'amis, je te dis ça. Vérifie tout le temps la dev branch et la master. Donc là, tu vas me dire, ouais, Saltin, t'es un charlot. Et ça, je vais te répondre, bah oui, bien sûr, je suis un charlot, je suis un saltimbanque. Vous êtes bien meilleurs que moi, vous le savez, les gars. Plus sérieusement, PowerShell, c'est flagué, Saltin. C'est grillé, c'est grillé. Ouais, ouais, bien sûr. Le PowerShell, bien sûr.
hein. Aujourd'hui, vous le savez, c'était moins vrai il y a 10-15 ans, hein, il y a 20 ans. Maintenant, aujourd'hui, tout est logué, hein. Moi, je te conseille de loguer, hein, tout ce qui se passe en PowerShell. D'accord? Pourquoi? On s'est rendu compte que malheureusement, c'est très utilisé par les administrateurs système. Mais nous, ça va être un facteur clé, hein, pour quoi? Pour lancer nos attaques en utilisant du C Sharp, du .NET, et ça va permettre de faire de la reconnaissance. Et même des petites saloperies, hein. On peut contourner l'AMSI, on peut contourner le Constraint Language Mode, hein, puisque en fait tous les gens croient que, certes, hein, je crois que tu peux aller dans tes variables d'environnement, hein, et puis il y a une variable, tu peux la passer à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hein, et ça permet de quoi? De passer en constraint. Mais en fait, tu peux le contourner, ça aussi, hein, c'est pareil. Quand on fait un bypass, notamment, on commande, on essaye de contourner le quoi? Le mode de contrainte, hein, en langage. Et tu sais qu'il y a des scripts qui se lancent pas parce qu'ils sont pas signés, pareil, tout ça, on va le contourner. AppLocker, je t'ai dit qu'on peut le contourner aussi, hein, on a moyen de le péter. On a des endroits. Je crois qu'il y a des drivers d'imprimante, hein, un endroit dans System 32. Hein, je t'avais montré où, en fait, je fais ce que je veux. On peut contourner, on peut simuler. Euh, Comme, tu vois, je t'ai montré, je t'ai pas, qu'est-ce quoi? Il y a, je te parlais des macros VBA, non? Excel. Ah, je vais te raconter un truc. Je veux pas vous le montrer parce que pareil, c'est trop sensible. J'ai peur que vous fassiez des conneries dans la nature. Mais en fait, tu vois, quand on te dit active quoi, le macro, tu vois, ça en fait, tu peux envoyer des commandes pour simuler que l'utilisateur clique automatiquement sur activer macro. C'est-à-dire que en fait, je crois que quelqu'un a fait des vidéos là récemment. Voilà, les couilles en fait. Tu vois, pièce jointe, boum, automatiquement. Il y a le dropper qui se lance et qui récupère ma charge utile, d'accord, et qui te pirate. D'accord. Mais je crois qu'il y a des gens qui ont fait ces vidéos. C'est qui? C'est Processus. C'est ou c'est John Hammond. Je crois que c'est John Hammond. Je sais plus. Je sais plus. Vous m'excuserez les gars. Donc voilà, hein, il y a toujours moyen, vous le savez en informatique. Donc, techniquement, on va essayer, nous, d'utiliser du C-Sharp, hein, c'est comme ça qu'on dit, du .NET, d'accord, pour à la fois attaquer, parfois peut-être nous cacher, hein, au sein du système. Euh, En tout cas, on va essayer de faire ce qu'on appelle du leverage, hein, on va essayer d'élever nos droits, quoi, hein, d'avancer dans le système. Alors, le module PowerShell, hein, au sein de l'Active Directory, porte module Server Manager, et on va utiliser RSAT. Un RSAT, ça permet de faire beaucoup de choses, pareil en administration, mais ça peut être détourné en fait, hein, pour s'en servir comme une sorte de rat. Donc une fois que tu as compromis une machine et que tu as une élévation de shell, hein, on pourrait quoi? Je vous mettrai la doc, on va pouvoir quoi? On va pouvoir installer pour détourner, se servir de RSAT, faire une attaque Living of the Land. D'accord? Outil d'administration de serveurs distants. Outil d'administration de serveurs distants. D'accord. En fait, RSAT, hein, tu peux l'appeler RAT. En fait, tu peux faire sauter le S. Ça devient un RAT. Remote Access Trojan. C'est beau, hein, je crois. C'est même pour ça, peut-être qu'ils ont mis le nom. Ils sont très joueurs chez Microsoft. Alors, je vous ai parlé du protocole LDAP. Hein, on parle d'annuaire LDAP. On peut utiliser du DNS. En quoi? En utilisant le LDAP. D'accord? En fait, grâce à LDAP, on va faire nos DNS lookup. Hein, et j'ai pas besoin de demander au DNS, hein, qui a quoi. Donc, tu as bien compris que les DNS, c'est sensible, hein, puisque moi, je veux récupérer en fait les informations au niveau des logins, les informations, les utilisateurs. Hein, tout ça, ils sont stockés, notamment via l'annuaire LDAP, d'accord? Mais regarde l'AD. L'AD déjà te donne une liste spécifique d'ordinateurs qui sont rattachés au sein du contrôleur de domaine, et puis les adresses associées, d'accord? Avec un petit appel, tu vois? Un annuaire, c'est quoi? Tu vas dans une cabine téléphonique. Ah non, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu l'ancien monde. Putain, qu'est-ce que c'était bien. Tu sais, comme dans Matrix, là. Hein. Eh, Trinity, donne-moi un point de sortie. Il faut que je sorte de la matrice, j'en peux plus. Des gens et de cette putain de matrice. Et fais-moi sortir, s'il te plaît. Hein, là, c'est pareil. On prenait un annuaire, tu vois, et puis Bobby, hein, tel numéro, telle adresse, tatati, tatata. Donc, on appelle ça un annuaire, étrangement, d'accord? Donc, je vais pouvoir faire un appel, d'accord? Pas à l'opérateur dans la matrice, mais à LDAP. Et LDAP, il va me dire, ah tiens, tu recherches ça. D'accord? Ça va me permettre de mapper le réseau.
On peut faire des reverse lookup, hein. Je vais lui dire: «C'est quoi ce site? C'est quoi cet ordinateur? Hein, rattaché à telle adresse IP». Et il va être gentil, il va me dire: «Ah bah, écoute, je vais regarder mes enregistrements dans l'annuaire et puis au sein du DNS». Et moi, je vais comprendre, en fait, comment ça gâche, quoi, l'Active Directory. D'accord? Ça peut être intéressant. Alors comment on fait ça? C'est quoi, du PowerShell, hein? Je crois que c'est du PowerShell, hein, je crois, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il y a écrit PS, à mon avis, ça doit être du PowerShell, hein, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, voilà. Donc voilà ce qu'on peut rentrer, pour avoir des informations récupérées. Donc apprenez le PowerShell, hein, ça pourrait être utile. Moi, je suis en train d'apprendre, c'est un langage de programmation que j'aime pas du tout, parce qu'on peut faire de l'orienté objet, pareil. Je suis pas sûr. Ou du script. Du script, je suis sûr. L'orienté objet, je suis pas sûr. Si, je crois. Je crois qu'on peut stocker des variables, tout ça, tout ça. Ensuite, le fameux SPN, d'accord? Et on va faire du Service Discovery, hein. On va scanner ce qu'on appelle du S, donc Service Principal Name Scanning, d'accord? Donc, on va scanner et au sein de l'entreprise, il y a des services dits d'entreprise, d'accord? Donc le SPN, pareil, hein, ça va permettre, c'est une évolution au sein des requêtes LDAP qu'on peut faire et on va récupérer le service principal name et grâce à ça, on va identifier le service sur tel serveur et éventuellement, si c'est pas trop pété, on a un système d'authentification, pas NetBIOS, mais Kerberos, d'accord? Le Cerber, le Styx, tu sais, quand tu traverses le Styx, t'arrives aux enfers. Donc, pareil, pas de scan de port. Je suis super furtif. Je demande, je requête. SPN, LDAP, petite requête DNS, hein, NetBIOS, tout ça, tout ça, tout ça. Alors pourquoi je te dis ça? Je t'ai parlé des services, mais au sein de Kerberos, hein, puisque c'est un système d'authentification, tu te rappelles, tu as le KDS, le serveur Kerberos qui vient de passer des tickets, hein, je t'avais expliqué tout ça. Euh, en fait, il doit avoir un SPN qui doit être enregistré. Donc un service qui supporte l'authentification Kerberos, il a besoin de son SPN. Ah, ça devient intéressant. Donc un SPN, ça peut être quoi? Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un serveur MSQL, donc on a MSQL SVC, TermServe, WSMan, d'accord? Exchange MDB, tout ça, ça devrait vous parler si vous connaissez un petit peu l'Active Directory, d'accord? Donc, en utilisant des SPN, des types de SPN connus, je peux trouver quoi? Tous les serveurs SQL présents avec une relative facilité, d'accord? Donc, on a des formats SPN et on a des types de SPN. D'accord? Et à partir de là, je corrèle les informations pour récupérer le nom du serveur et éventuellement le port SQL. D'accord? Puisqu'il doit y avoir un port pour pouvoir atteindre la base de données. D'accord? En interne. D'accord? Donc, encore une fois, je suis en train de mapper le réseau. C'est normal, c'est la partie reconnaissance et énumération. Putain, incroyable. Incroyable. Putain, je me surprends moi-même tellement que je suis brillant. Donc, pour résumer, hein, plus sérieusement, on a des informations, on a des services, on corrèle tout ça et on demande à la DDC, d'accord, au contrôleur de domaine. Et le contrôleur de domaine, il y a toute une architecture avec un ANUR, LDAP, tout ça, et ça me permet de récupérer les serveurs, les noms de port et les comptes associés à ces machines, d'accord, et des informations additionnelles. D'accord? Donc le SPN, c'est la vie, hein. Je vous mettrai, allez voir cet excellent site, quoi. Si vraiment vous voulez faire du pentest AD, allez voir adsecurity.org et lisez. Défoncez ce site. Si vous défoncez ce site, vous aurez fait 50% du boulot. Vraiment, c'est un des meilleurs sites au monde. Enfin, je les connais pas tous, je pense. Avec ma maigre expérience, hein, encore une fois, je suis personne, vous le savez. Je suis un saltimbanque sur YouTube. Euh, Donc j'espère que c'est clair, hein. Alors, tout de suite aussi, hein, si vous n'êtes pas familier, dès que vous voyez SVC, ça veut dire service, hein, c'est l'abréviation. Quand vous allez scanner des comptes de service et par opposition au service, d'accord? Donc dissocier, hein, le SVC service avec les comptes de service, d'accord? On a une nomenclature, on a un principe de nommage, d'accord? Des différents services, et c'est ça qui va nous permettre de découvrir en fait les activités, les différentes machines et comment s'agrègent, je vous disais, les composantes au sein de l'Active Directory.
Donc là, vous avez un exemple, hein, on va faire un find PS service account, et on voit que, bah, ça marche et je récupère pas mal d'informations, hein. On voit je vous le disais, MSQL SVC, service MS SQL, pardon. D'accord? On voit qu'on a un serveur en 2016. Intéressant. On voit quoi? Le KDC. Ah, intéressant. Key Distribution Center Service Account. Ça serait pas du Kerberos? KRBTGT? Je crois que ça me dit quelque chose. App SVC. Ah, ok, je comprends mieux. D'accord? Je te redirige vers mes cours Kerberos. Je t'explique tout ça. Ok. Donc on peut faire du SPN scanning, hein. Je vois que c'est un petit peu croustillant, je vois que c'est des longues commandes en PowerShell. Ça pique les yeux, hein, mais ça peut être très utile. D'accord? Donc tu vois qu'on fait des requêtes manuelles, hein. On va pas utiliser des scripts, des trucs de dingue, mais c'est la puissance du PowerShell, hein. Autant on peut scripter pour automatiser des choses, autant un attaquant peut s'en servir pour sa phase d'énumération et de reconnaissance. On va parler des GP, ce qu'on appelle les Group Policies, hein, les règles de sécurité, mais au sein du groupe, d'accord? Alors les GP, on parle d'organisation, d'accord? C'est-à-dire la structure organisationnelle d'une entreprise. Au sein de l'Active Directory, on a généralement, hein, comme je te disais, à moins qu'on ait des anonymous users, hein, des utilisateurs anonymes, généralement tout le monde est authentifié. D'accord? Puisque c'est comme ça qu'on va gérer les fameux ACL, on le verra par la suite, c'est-à-dire les droits, hein, en lecture, écriture, modification, tout ça. Il y a plein de permissions, hein, il y a plus de permissions que sous Linux même, d'ailleurs. Mais on retrouve, hein, sensiblement tout ça. Donc on a des utilisateurs qui s'authentifient, peut-être avec un Kerberos, et qui ont des accès. Hein, et puis en fonction de tes accès, tu as le droit à certains partages, t'as pas le droit à d'autres, tu as le droit d'accéder en RDP, en bureau à distance, à certaines machines, pas à d'autres, et tout ça. Hein, c'est pour ça qu'on utilise Bloodhound et Sharphound, putain, j'arrive jamais à le dire, pour automatiser nos chemins d'attaque, d'escalade. D'accord? MOA, mode opératoire d'attaque. Donc on va analyser ces GP. Hein. Maintenant, je parle en acronyme, je suis désolé, il va falloir apprendre parce que moi je n'ai pas le temps. GP, c'est les Group Policies. Donc on va chercher nos GP au sein du domaine et on va auditer en fait, hein, les règles de sécurité et la configuration. D'accord? C'est ce qui va me permettre de détecter des failles, des problèmes de configuration. D'accord? Donc il y a des trucs qui nous intéressent, hein. On a une composante qui s'appelle Prevent Local Account at Logon. Ça peut être intéressant. Hein. Ou Add Server Admin to Local Administrator Group. Ah, on a peut-être un EMET, hein, je crois que c'est une composante. On a peut-être de l'AppLocker. Hein. Configuration, est-ce que c'est actif, c'est pas actif. Bref, vous avez compris. Il faut comprendre, hein, les règles de sécurité pour pouvoir les contourner si jamais elles font défaut. Alors les GP, on peut faire un getNet GPO, d'accord? Et on display name et when change, d'accord? Et bah là, j'ai beaucoup d'informations qui sont très utiles pour moi. J'ai quoi? J'ai le nom des GPO, je vois leur nom, d'accord? Et je vois quand est-ce qu'elles ont été éventuellement modifiées, d'accord? Donc là, j'ai mes GP au sein du domaine et avec PowerView, bah, on peut lancer pas mal de petites commandes sexy, d'accord? Alors on va partir à la chasse à l'homme, enfin à la chasse à l'utilisateur, d'accord? Euh, on oublie tout le temps en fait quoi? Que bah, certaines personnes ont plus de privilèges que d'autres, d'accord? Donc c'est ces utilisateurs, vous avez bien compris, qu'on va rechercher, on va essayer de comprendre. Hein. L'importance en fait, c'est de voir aussi les utilisateurs qui sont connectés ou qui sont pas connectés, d'accord? Et puis on va voir est-ce qu'on peut élever nos privilèges, hein, ou faire de la post-exploit, rebondir, je vous disais, pivoter, mouvement latéral, pour ensuite faire une escalade de privilèges. D'accord? Donc bien sûr, tu n'auras pas l'accès DA en 5 minutes. Enfin, il paraît qu'il y a des gens qui ont audité des boîtes et en moins de 5 minutes, ils sont passés DA. Franchement, GG. Donc, tu as bien compris que l'infra était complètement pété. Donc, on va rebondir, hein, pivoter pour trouver finalement la machine, le compte de service, si on fait un silver ticket, pour passer DA. Hein, le but, le Saint Graal, je te l'ai dit, c'est passer DA, domaine admin, sur le contrôleur de domaine. Et là, on est les rois du pétrole. D'accord?
Donc pareil, il va falloir comprendre. Et puis le DC et tout ça, n'oubliez pas qu'il y a des logs et généralement c'est bien configuré. On vérifie hein, que les gens ne fassent pas n'importe quoi. Mais des fois, on oublie certains utilisateurs. D'accord? Donc on peut avoir des utilisateurs privilégiés ou pas. Et on peut utiliser des API, donc des interfaces de programmation applicative. Vous savez que Windows est bourré d'API, hein, et on va faire. Donc on a netwk star user enum. Hein, alors j'adore les noms à coucher d'oire de chez Windows, c'est vraiment des champions. Et le net session enum, d'accord. Donc encore une fois, il y a toujours plusieurs possibilités, hein, 3-4 façons d'accéder à l'API, d'accord. Et quel est le vecteur qui me permet de communiquer avec l'interface de programmation. Vous l'avez compris, c'est tout simplement du PowerShell. D'accord? Donc parfois, les gens utilisent l'add type, d'accord? Mais c'est pas très très furtif. D'accord? Généralement, on l'encapsule. Hein, on va faire du C#, on va faire un add type, et ça permet de compiler hein, toutes les fonctions dans la mémoire. Donc c'est la méthode la plus facile, certes. Cependant, on ne fait pas de fileless, d'accord? C'est-à-dire que on est en train d'écrire sur le disque, alors que les attaques sophistiquées type MPA, menace persistante avancée, on va faire du fileless, d'accord? On n'écrira rien, on charge tout en mémoire. Alors, on a Pinvoke aussi, hein, pareil, encapsulé, c'est du C#, d'accord? Mais ça peut laisser des artefacts au sein de la compilation, d'accord? Même si tu l'exécutes à partir du script. D'accord? Donc on a des artefacts en forensique, hein, on va avoir ce qu'on appelle un footprint on disk, c'est-à-dire que malheureusement, on va laisser des traces et on veut minimiser. Hein, je t'ai dit, il faut être le plus furtif. Donc on va utiliser hein, des attaques par réflexion pour interagir avec les API. Et on peut utiliser le PS Reflect hein, de Matt Graeber, je vous en ai déjà parlé, et ça va nous permettre de faire des attaques, utiliser le net session enum, d'accord, et net session, et ça va nous permettre d'aller requêter hein, de façon plus furtive. Alors, on a la commande native net.exe, ok, mais malheureusement, ça marche sur une machine locale, à distance, ça va être très compliqué. Ça veut dire que peut-être un utilisateur qui n'est pas privilégié va pouvoir aller requêter et demander des sessions sur un système distant, comme un contrôleur de domaine ou un serveur de partage. Ça commence à être croustillant, d'accord? Donc on va récupérer tous les gens qui sont connectés, d'accord? Et à partir de quelle machine ils sont connectés, d'accord? Donc pareil, hein, on va faire des appels sur des machines avec un trafic réseau conséquent, d'accord? On va se fondre dans le bruit, d'accord? Sinon, tu vas être détecté, d'accord? On va essayer de mapper, voir les machines qui sont influentes au sein de l'Active Directory, où c'est qu'il y a un grand nombre d'utilisateurs qui sont connectés, et le but, c'est de ne pas être détecté.